J'étais à un dîner et nous étions tous assis à manger le dessert. Les hommes étaient dehors à fumer des cigares et les femmes prenaient le thé et le dessert. Et l'hôtesse de la soirée, quelqu'un n'arrêtait pas de me demander de devenir amie avec cette personne. Et nous étions amis, mais plutôt à distance. Et je ne le sentais tout simplement pas. Simplement, je ne le sentais pas. On est assise là. Personne ne sait que je suis médium à cette soirée. Et tout d'un coup, je vois ces tentacules sortir de l'hôtesse et prendre l'énergie des autres. Et elle parlait de choses qui étaient vraiment dramatiques. Vous savez, ce qui rendait le dîner vraiment amusant et intéressant, c'était toujours le drame. Mais alors que les gens libèrent de l'épinéphrine et de la norépinéphrine de leur système, ces tentacules sortent et les aspirent. Et j'ai même vu les tentacules venir vers moi, mais comme je pouvais les voir, ils se sont juste détournés. Donc, ça. Je me suis dit, oh, c'est pour ça que je ne veux pas être amie avec elle. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan. C'est ici que nous mélangeons spiritualité et aspects pratiques pour vous aider à vivre une vie pleine de sens et de joie. Aujourd'hui, nous recevons Marie Manacheri. Marie est guérisseuse intuitive, médium, ancienne infirmière en oncologie. Elle aide des clients du monde entier en éclairant leurs problèmes de santé et comment se connecter à leurs proches décédés, leurs esprits. Hâte d'apprendre comment Marie se connecte et comment cela leur est bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et partager cet épisode avec vos proches. Allons discuter avec Marie. Marie, bienvenue dans l'émission. Je suis tellement ravie de vous recevoir. Tant de gens m'ont dit « Oh, il faut que tu parles à Marie. Faut que tu parles à Marie. » J'ai l'occasion de lui parler. Merci, Julie. On est âmes sœurs. Je parie que nos histoires sont très similaires. Nos expériences sont très similaires. Nos capacités sont probablement très similaires. Nous sommes des créatures très chanceuses, je pense, d'être sur Terre en ce moment et d'avoir les expériences multisensorielles que nous pouvons vivre en plus de nos expériences humaines. C'est une telle bénédiction et merci de m'avoir invitée. Oh, c'est un honneur. Vous dites que des champs d'énergie subtils émanent de tout être vivant, même des choses non vivantes. Vraiment, comment saviez-vous cela? Alors, j'ai été élevée de manière très holistique. Par exemple, ma mère ne nous emmenait jamais chez le médecin. Nous allions voir un chiropracteur ou un phytothérapeute. Nous avions bien un pédiatre. J'ai 4 frères et sœurs et nous avons tous 1 an d'écart. Donc, vous pouvez imaginer les bêtises que nous faisions. Mais nous allions rarement chez le pédiatre, donc j'ai eu cette éducation très holistique. Mes parents ont quitté l'Église catholique quand j'avais environ 4 ou 5 ans et ma mère s'est plongée dans la spiritualité. Alors, elle a commencé à remplir toutes les étagères mais ce n'était pas vraiment ça. J'ai toujours eu conscience, sans savoir que j'étais multisensorielle, aucune idée, pas eu d'expérience précoce qui m'aurait fait dire « Oh, je suis médium ». Bien que je vienne, ce que j'ignorais, d'une lignée familiale de médiums, ce que je ne savais pas. J'étais adulte, mais c'est quand j'étais infirmière en oncologie. Vous savez, quand on suit ce qui nous apporte de la joie, ça n'avait aucun sens pour moi de faire des études d'infirmière, élevée si holistiquement, pour me tourner vers la médecine moderne, mais ça m'apportait de la joie. La première fois que je suis entrée dans un hôpital enceinte m'a apporté une joie immense qui a duré des jours. J'ai fini par faire des études d'infirmière. J'ai adoré chaque poste. L'hôpital me manque tous les jours. En fait, quand quelqu'un dans ma famille doit subir une intervention, on m'appelle parce qu'on sait que je vais être la plus à l'aise à l'hôpital, ce qui signifie qu'ils auront le meilleur résultat pour leur intervention. Vous savez, parce qu'on est sur une haute fréquence et une haute vibration. Donc, c'est alors que j'étais dans le service d'oncologie que le corps de mes patients a commencé à me parler. J'étais au chevet des patients, retirant des sutures ou posant une perfusion, vous savez, prenant leur tension et leurs corps ont commencé à me parler. J'ai commencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Décrivez-nous cela. D'accord. Alors, la description dont je me souviens le plus, c'est que j'étais au chevet d'une femme. Et vous savez, c'est bruyant dans un service d'oncologie. On administre beaucoup de produits chimiques aux gens et il y a des tonnes de perfusions. Et vous savez, c'est une situation médicale compliquée parce que nous faisions de l'hospitalisation, pas de l'ambulatoire. Donc, je suis au chevet et tout d'un coup, c'était comme si mes yeux physiques devenaient comme des rayons X. Et ils ont traversé la couverture blanche à sa blouse d'hôpital et sont entrés dans son corps et je suis allée directement dans le foie. Et comme j'ai été élevée de manière si holistique, je n'ai pas eu peur. Genre, je vis une expérience terrible.
Et j'avais étudié l'anatomie, donc je n'étais pas sûre de ce qui m'arrivait exactement, mais je ne l'ai pas arrêté. Ce que vous avez fait dans votre vie, vous ne l'avez jamais arrêté, ce qui est vraiment, du moins, je ne crois pas. Le foie m'a dit pourquoi elle était malade à cause des produits chimiques qu'on lui donnait, ce contre quoi je ne suis pas. J'adore ça. Peu m'importe comment les gens guérissent. Ça m'est égal, les gens peuvent guérir de différentes manières. Bien sûr, je veux qu'ils guérissent complètement, holistiquement et énergétiquement, bien sûr. Mais certaines personnes ont peur et elles vont choisir différentes méthodes en fonction de leurs problèmes de santé. Donc, le foie me disait à quel point cette personne avait de la colère refoulée dans son corps et c'est vraiment ce qui avait créé son processus pathologique. Alors, je restais là, au chevet, ayant cette conversation télépathique mentale avec des parties du corps, des organes, l'anatomie et la physiologie. Et parce que j'adore tout ça, je suis aussi simultanément, bien que je ne comprenais pas tout au début, en train de déplacer l'énergie et d'aider à équilibrer les parties du corps et d'aider à la libération de cette colère refoulée, tout en étant là et en aimant chaque instant de l'expérience. Donc, je ne sais pas si cela répond totalement à votre question. Est-ce que vous Avez-vous parlé à cette patiente du problème de colère? l'avez-vous abordé? Pas celle-là, ça a pris du temps. Finalement, ça s'est étalé sur plusieurs mois parce que Une fois que j'ai commencé à travailler dans ce service-là, j'ai commencé à avoir des expériences médiumniques tous les jours. Elles dépassaient tout ce que j'avais connu auparavant. Et il m'arrivait quelque chose, peut-être tous les 5 ans, un truc cool se produisait, vous voyez, mais pas régulièrement. J'avais la trentaine à l'époque. J'avais 3 jeunes enfants, j'étais mariée et après quelques mois de choses bizarres, je suis allée voir ma superviseure parce que j'avais peur de ne pas déclencher un code. J'étais l'infirmière responsable la plupart du temps. J'avais peur de rester parler au foie et de ne pas, vous savez, courir chercher le chariot d'urgence. Je suis allée voir ma superviseure et bien sûr, c'est juste l'univers parce que je, je me suis sentie obligée de lui dire, même si logiquement ça n'avait aucun sens, vous savez, genre, elle va demander une évaluation psy et me suspendre, vous savez, parce que c'est ce que je ferais. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit, vous voyez de l'énergie, commencez à imposer les mains à nos patients. Et c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai commencé, mes guides spirituels hurlaient, dis-leur ce que tu vois, dis-leur. Alors je fermais la porte de la chambre d'hôpital et j'avais ces conversations avec les clients ou les patients. Alors, quand vous dites que vous voyez toutes sortes de choses différentes avant d'aller voir votre superviseur, pouvez-vous décrire, vous nous avez parlé du foie, mais voyez-vous des esprits? Voyez-vous principalement des parties du corps? Et parliez-vous aux parties du corps par télépathie? Quoi que voyez-vous? Quelle était la conversation par télépathie et puis finalement avec votre patient, de manière cognitive? Exact. Donc, l'une des choses qui m'est arrivée au début, c'est que j'ai commencé à voir des centaines de petites pyramides dorées tournoyant tout autour de moi et j'allais me coucher le soir en me demandant si j'allais les revoir. Et elles vrombissaient. Elles émettaient ce son vraiment cool. Alors, en me réveillant le matin, j'attendais le vrombissement, vous savez, parce que je ne voulais pas que ces choses disparaissent et je ne savais pas si elles allaient le faire ou non, honnêtement. Que pensez-vous que ce soit? Que pensez-vous? Je pense qu'elles sont liées à l'Égypte et je pense qu'elles sont liées à des écoles de mystère dans des vies antérieures où j'étais soit élève, soit peut-être enseignante ou juste le souvenir de cela. Toute ma famille a un truc très bizarre. Bizarre, peut-être pas le mot, mais une intéressante connexion avec le Moyen-Orient. D'accord, nous y reviendrons dans une minute. Je veux explorer cette piste dans une minute, mais continuez. Yeah. Hum, Mais oui, donc ça arrivait tout le temps. Je sortais de la chambre d'un patient. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'entrais dans la chambre d'un patient, je demandais si je pouvais imposer les mains et ils disaient tous oui, sauf et j'avais des impressions, puis je sortais lire leur dossier. J'allais dans les chambres de patients auxquelles je n'étais pas assignée en tant qu'infirmière responsable. On ne vous assigne pas à un groupe de toute façon. Et puis, j'ai développé cette encyclopédie télépathique mentale de l'intuition médicale dans mon cerveau sur ce que les choses signifient et ce qui se passe dans leur corps pour aider à diagnostiquer ou traiter ou vraiment pour moi, la médecine énergétique et l'intuition médicale consistent simplement à élever
leur fréquence et à changer leur vibration, vous savez, afin qu'ils puissent être dans une réalité différente et que leur corps réagisse d'une manière différente. Donc, je n'ai pas eu autant de conversations à l'hôpital que je l'aurais souhaité, mais les gens ont commencé à se présenter chez moi à l'improviste. Oui. Parce qu'aussi, à l'hôpital, quand ils avaient un patient ou du personnel hospitalier qui tombait malade, leur superviseur m'appelait et me demandait si je pouvais venir pendant mon jour de congé. Et il me payait pour travailler sur des employés de l'hôpital. D'une manière ou d'une autre, mon nom s'est répandu et les gens ont commencé à venir. J'ai même pas de table de massage, vous savez. Certains s'allongeaient sur le canapé ou par terre. C'est un peu comme ça que tout a commencé. Et puis, il y a eu une histoire intéressante parce que j'étais mariée et mon ex-mari est du Moyen-Orient. Nos enfants sont à moitié du Moyen-Orient et il tenait un peu les cordons de la bourse, on pourrait dire. Et on m'avait déjà dit que sa salle de musculation devait devenir ma salle de soins. J'avais commencé à méditer tous les soirs et on m'a dit que tous les poids devaient aller dans le garage et qu'une table de massage devait y être installée et que je devais peindre des fleurs au plafond, n'est-ce pas? Alors dans ma tête, je me disais, jamais il ne sortira ses affaires de ce bureau. Il l'a fait. Je lui ai demandé et il l'a fait en 30 minutes. Vous savez, nos guides spirituels ont une conversation, vous savez, et puis parce que j'avais l'habitude d'être très passive et vraiment timide, et je ne suis plus comme ça. C'est drôle comme quand on commence à se permettre d'évoluer, on devient davantage soi-même, son moi authentique, et aucun de nous ne sait vraiment ce que c'est parfois, n'est-ce pas? Et donc, j'avais une conversation avec lui, essayant de le convaincre de commander. C'était un père merveilleux et, vous savez, un type adorable, super, avec ses enfants, mais nous avions une relation plutôt de soumission. Et donc, j'essaie de le convaincre de commander pour environ 1 700 $ d'équipement pour ma nouvelle salle de soins. Et quand il m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? » Je lui répondais en gros « Je ne sais pas vraiment. » Et lui, il était poli, mais je sentais bien qu'il n'allait pas accepter. Et un de ses amis est arrivé à la porte et est entré. Il s'appelle Bahman et il l'a convaincu de tout commander. Et 5 mois plus tard, on a diagnostiqué une tumeur au cerveau à Bahman. Il est venu dans mon cabinet pour plusieurs séances avant son opération. J'ai même pu travailler sur lui en soins intensifs après l'opération. Il s'est complètement rétabli. Heureusement, sa tumeur au cerveau n'était pas cancéreuse, mais située dans un endroit délicat, il fallait l'enlever pour qu'elle ne grossisse pas. Donc, j'ai donc l'impression que l'univers nous a tous aidés, n'est-ce pas, à avancer sur notre chemin du mieux que nous pouvions. Mais je ne suis pas sûre de répondre à votre question. Oui, vous l'avez fait, j'y reviendrai. Je pense avoir mentionné cela car je n'y avais pas pensé depuis longtemps. Mon fils Jonathan allait dans une école primaire catholique avec des religieuses, des dominicaines. Des habits blancs, genre des habits jusqu'aux pieds, les gros chapelets, le voile, tout le tralala. Et j'étais là avec elle. J'étais très impliquée auprès d'elle en tant que bienfaitrice pendant des années, genre à la maison mère et tout ça. Et on en est arrivé au point où, quand une des sœurs, je crois qu'il y en avait 15, qui vivaient dans le couvent ici, qui enseignaient à l'école ici, à Birmingham, où Jonathan allait. Et quand une des sœurs était malade, elle m'appelait et elle me demandait de prier pour elle. Alors, parfois, elle s'appelait et disait, pouvez-vous faire votre truc de guérison sur Sœur Marie eau bénite ou qui que ce soit? Et parfois, j'allais au couvent et vous savez, elles étaient dans le salon et je pouvais travailler sur elles. Mais, comme vous, pas besoin d'être présent. Vous savez, l'énergie, c'est l'énergie. Vous faites à distance. Mais, maintenant, elles commencent à décéder parce que beaucoup d'entre elles étaient plus âgées. Quand elles étaient là. C'est juste une bénédiction. Elles savent, vous savez, elles savent. And first, right? Et l'une des sœurs m'a dit, elle avait un cancer, elle était à l'hôpital. Je travaillais sur elle et elle avait un message pour leur mère supérieure. Je ne sais pas si on l'appelait encore comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Et je me souviens que cette sœur était sœur Christine. Et donc, j'ai dit à l'une des sœurs dont j'étais très proche, j'ai dit, elle a un message pour sœur Christine. Et donc, celle que je connaissais bien, sœur Mary Luke, est allée voir sœur Mère Christine. Elle l'appelait comme ça. Et elle a dit,
Elle va penser que je suis folle. J'ai dit non, pas du tout. Vous êtes spirituelle, religieuse, pour l'amour de Dieu. C'est ce que vous devez faire. Alors elle est allée lui parler un peu comme votre superviseur. Et Mère Christine a dit, je crois totalement en cela et je mettrai en œuvre ce qu'elle suggère. Donc, ce que je veux dire, je pense que ton exemple où tu parles à ton superviseur et mon exemple où je parle à ses sœurs par télépathie et aussi en personne, c'est ne sous-estimez pas les gens. Ne présumez pas automatiquement que si on vous donne un message à transmettre à quelqu'un, transmettez-le et ensuite lâchez prise sur leur réaction parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que ce sont deux très bons exemples en haut du message transmis et mis en œuvre et de choses merveilleuses qui en découlent. C'est ça. Je pense que si plus de gens élèvent leur vibration et entendent le monde multisensoriel leur communiquer, peut-être qu'ils auront confiance d'y aller. Car mon esprit logique, comme le tien, se dit, c'est pas peut-être que tu ils nous laisseront pas entrer à l'église, c'est dimanche, ou quoi, que ton esprit ait pu penser, ou moi que je vais être suspendue, tu sais, de mon travail. Et j'étais allée à la maison mère de nombreuses fois et j'avais assisté à leurs prières du soir qui ont lieu avant le dîner et qu'on appelle les vêpres et elles font leur chant grégorien et des choses comme ça. Je veux dire, la musique est incroyable et je pouvais voir l'énergie bouger dans leur chapelle qui est immense et je savais que leur niveau vibratoire était super élevé. C'était par un véhicule différent. C'était par quelque chose de plus traditionnel et ancien, sous la forme des chants grégoriens et tout ça. Et certainement, il y a beaucoup d'informations sur la musique et les fréquences et sur l'élévation des vibrations de cette manière. Mais je me suis dit, ces femmes-là comprennent déjà, mais elles ne savent pas qu'elles comprennent. Elles regardent juste ça d'une perspective différente. Ces femmes, ces dames le sont. Je veux explorer là. La piste de ta famille. Tu as mentionné que tu as beaucoup d'antécédents avec des médiums. Raconte-nous ça. Étaient-ils des immigrés en Amérique? Je veux dire, tout le monde est un immigré en Amérique. Quasiment, sauf les Amérindiens. Donc, mon arrière-grand-mère était une Indienne Cherokee et, Oh, wow. du côté de ma mère, la famille était, comment dire, ma mère est très progressiste, mon père aussi, mais aucune de leurs familles en l'était. Donc, on ne savait pas grand-chose de cet héritage. Je ne connais même pas vraiment le vrai nom indien de mon arrière-grand-mère. Je connais seulement le nom qu'elle a reçu quand elle est partie, quand elle a quitté la réserve. Donc, mon arrière-grand-mère a épousé un Français et sa cousine a aussi épousé le frère de celui-ci et elles ont quitté l'Oklahoma pour finalement aller dans l'Idaho, s'installer dans une ferme. Et donc, l'histoire que j'ai entendu cette histoire dès mon plus jeune âge que mon arrière-grand-mère et sa parente faisaient des guérisons le week-end. Les gens venaient au ranch et elles faisaient des guérisons. Et en échange, les gens travaillaient au ranch pour couvrir les frais ou des choses de ce genre. La mère de ma mère, parce qu'elle était, vous savez, parfois les gens simplement, peut-être qu'ils ont juste des traumatismes ou d'autres choses qui se passent dans leur vie et ils n'ont personne pour les aider avec leurs capacités psychiques ou intuitives. Donc ma grand-mère, la mère de ma mère, était une grande alcoolique. Mais il y a des histoires dans la famille où mon oncle Leroy, qui est décédé quand il était à la Seconde Guerre mondiale, elle a su qu'il rentrerait à la maison un soir. Donc, ma mère mettait la table et ma grand-mère, sa mère, lui crie « Mets une assiette en plus ». Et elle répond « Pourquoi ?» Et elle répond « Ton oncle, tu sais, ton frère Leroy, rentre ce soir ». Et ma mère l'a juste regardé un peu bizarrement et a mis la table. Et bien sûr, ils s'assoient tous pour dîner et on frappe à la porte. Et oncle Leroy, à cette époque, pas de téléphone portable. Vous savez, la famille n'avait sûrement pas accès aux télégrammes ou autres moyens de communication vivant si isolés dans un ranch. Donc, il y avait ces histoires qui circulaient, mais ma mère ne les a pas vraiment soulignées jusqu'à ce que je commence à avoir des expériences. Un jour, on est dans la cuisine et je dis « Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je ne comprends pas vraiment. » J'étais enthousiaste à ce sujet. J'étais heureuse. J'étais reconnaissante, mais elle me dit simplement « Eh bien, tu es comme ton arrière-grand-mère et les autres médiums de sa famille. Et tu as juste besoin de l'accepter et de lui permettre de faire partie de ta vie. » Je l'ai accepté. J'ai adoré ça. Mais je suppose que j'avais besoin
Mon esprit logique avait besoin de comprendre pour l'accepter plus profondément dans mes cellules et mon ADN. Concernant l'indienne, l'aspect amérindien, nous avons eu le docteur Neil Nathan dans l'émission. Il est, je pense, le principal expert en moisissures du pays et aide les personnes souffrant de toxicité aux moisissures. Il est incroyable. Lui, début de carrière, médecin généraliste. Il travaillait dans une réserve pour un de ses premiers emplois après ses études, après son internat. Et il raconte dans l'émission qu'il avait 2 fois, il a eu des patients en soins intensifs et leur état ne s'améliorait pas. Je crois que l'un avait une septicémie. Je ne me souviens plus de ce que l'autre avait. Et donc, c'était des patients amérindiens. Et lui, quelqu'un est venu le voir et a dit, pouvons-nous faire venir les guérisseurs de la tribu? Et il a dit, oui, absolument. Et il a dit, je me disais, allez-y, tout pour aider ce patient. Pendant 3 jours, ils ont fait une cérémonie de tambour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faisait venir des gens pour des relais. Il a dit que le 3e jour, les 2 patients étaient complètement guéris et il a pu les laisser sortir le lendemain pour en revenir à élever la fréquence, élever la vibration, juste différemment des religieuses faisant le chant grégorien ou de quiconque faisant quoi que ce soit. Tout est une question de vibration au final. Des réflexions à ce sujet? Eh bien, tout est une question de fréquence. Tout l'est. Et si seulement nous pouvions aider les humains à réellement ressentir leurs vraies émotions. Vous savez, beaucoup de gens vivent de toute la journée des émotions créées par le mental qui ne sont même pas authentiques. Et elles montent et descendent, elles sont sporadiques et elles abaissent la fréquence et la vibration. Ils manifestent des choses qu'ils ne veulent pas. Ils sont connectés à une énergie qui n'est pas leur plus grand bien. Ils n'expriment pas leur vérité car ils ne savent pas ce qu'ils ressentent. Donc, ils sont dans ce désalignement intéressant, vous savez, avec leur système énergétique. Pourtant, toute la connaissance, conscience et lucidité qu'ils pourraient désirer se trouvent aussi en eux. Donc, amener les gens à apprendre réellement à être authentiquement heureux, pas à faire semblant jusqu'à y arriver, mais genre vraiment heureux, genre vraiment joyeux. Genre, entrer à l'hôpital quand j'étais enceinte de mon premier enfant et j'avais en fait peur d'y aller la veille au soir. J'avais peur parce que ma mère était tellement anti-médecine, vous savez, que ça me faisait peur. Mais pourtant, dès que j'ai franchi la porte tambour, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir joyeuse. C'était l'univers qui me parlait et qui me traçait la voie pour choisir la médecine moderne, parce que mes capacités psychiques allaient s'ouvrir dans un hôpital. Vous savez, et on ne peut pas essayer de comprendre ces choses logiquement. Ces choses sont énergétiques. Elles sont basées sur nos vies antérieures et sur ce que nous avons décidé de guérir, d'explorer et d'expérimenter ici, dans cette vie, pour guérir le passé et envoyer de l'énergie positive vers notre futur et notre moment présent. Donc, c'est ça la partie délicate. Je veux dire, c'est là que je passe le plus de temps à enseigner et avec les clients. Bien sûr, à faire circuler l'énergie des clients pour eux, mais à les amener à élever leur fréquence et leur vibration et à cesser d'écouter leur mental limité. C'est une excellente chose pour la technologie. C'est super pour la logique, mais vous savez, ce n'est pas intuitif. Le cerveau, le 3e œil, se situe ici et permet de, tel que je le comprends, le 3e œil permet d'entendre, voir et sentir. Le monde multisensoriel, c'est vraiment connecté à notre. Le reste de nous, connecté à notre système de réponse émotionnelle, c'est ce qui nous donne accès au domaine psychique et au monde multisensoriel. Croyez-vous que tout le monde peut faire ce que vous et moi faisons? Je crois que tout le monde est très intuitif pour soi-même et pour sa propre vie, et ils peuvent même parler à leurs propres êtres chers décédés. Tout le monde n'est pas destiné à être un médium. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne se sont pas encore éveillés à ces dons. On a besoin que des millions s'éveillent car on est des milliards sur la planète. Certaines personnes sont destinées à faire autre chose. Vous savez, c'est ce qui vous apporte une joie personnelle. Donc, je crois que il y a beaucoup de gens qui n'en ont aucune idée. Par exemple, je ne connais pas toute votre histoire. J'ai lu des choses sur vous, mais je ne connais pas toute votre histoire. Mais je ne savais pas que j'étais médium avant l'âge de 37 ans. Je n'en avais absolument aucune idée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'éveiller. Je pense qu'il est normal d'être intuitif pour sa propre expérience. C'est un outil nécessaire pour aider l'humanité à évoluer et progresser et continuer notre processus évolutif. On ne peut pas vraiment évoluer sans ça, vous savez, on en a besoin. Je prends des décisions très différentes.
de comment j'étais avant de savoir que j'étais intuitive. Les décisions que je prends sont très différentes, très épanouissantes, gratifiantes et apportent plus de joie, d'enthousiasme et de surprise. Vous dites avec les clients et vos anciens patients que vous êtes capable de faciliter un changement d'énergie subatomique massif qui guérit les maladies et les affections. Pouvez-vous simplifier ça, nous donner une idée de ce que vous voulez dire? C'est une affirmation très convaincante. Vous savez, une déclaration provocante, provocante, provocante. Et genre, je veux savoir. Plus provocante dans le bon sens du terme. Genre, je veux en savoir plus. Comme vous, je sais faire monter mon énergie très haut. C'est quelque chose que... Comment faites-vous cela? Comment vous connectez-vous à quelqu'un? Honnêtement, c'est automatique pour moi. Quand je travaille, c'est automatique. Je veux dire, Comment avez-vous appris à faire? ça quand vous avez commencé. Mes guides spirituels m'ont parlé. Ils m'ont demandé de reposer mon énergie dans la partie inférieure de mon corps, dans ma cavité pelvienne. Ils m'ont demandé d'être curieuse de ce que je ressentais, car je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ce que je ressentais. Je n'avais aucune idée que je n'avais aucune idée que je ne savais pas ce que je ressentais. Donc, quand j'ai enfin pu y entrer, c'était comme cette belle grotte. Et je pouvais voir comme une petite version de moi-même dans cette jolie grotte. C'était assez magnifique, mais c'était vide. Et il n'y avait pas d'énergie là. C'était, vous savez, charmant en soi. Et donc, j'ai commencé à passer du temps là. Et quand je travaille, peu importe comment je travaille, je me repose naturellement sur cette partie de mon corps. Par exemple, si un de mes enfants me posait une question intuitive, il y a quelques mois, c'est que j'ai 6 petits-enfants maintenant et plusieurs d'entre eux étaient à la maison et je suis allée chercher à manger parce que je ne cuisine plus beaucoup pour ma famille. Je n'aime plus passer beaucoup de temps dans la cuisine. Donc, j'allais chercher le déjeuner pour nous et un des enfants s'est coincé le doigt dans l'embrasure d'une porte. Et ma fille a dit, Maman, peux-tu vérifier et voir si c'est cassé? J'ai dit, Oh, avec ma capacité psychique. J'ai dit, D'accord, mais je dois me détacher. C'est plus difficile quand je suis avec ma famille, vous savez, ou amis. Je dois réellement travailler à me détacher. Et tous les enfants jouent et l'un d'eux crie. Et ça m'a pris environ 4 ou 5 minutes pour me recentrer dans mon abdomen. Et j'ai dû attendre que cette petite fille soit seule. Je ne voulais pas de la famille autour. Et donc, je m'approche. Elle s'appelle Ali. Je m'approche d'Ali et je scanne juste sa main et ce n'est pas cassé. Vous savez, rien n'est cassé. Je pouvais voir que ses cartilages de croissance avaient je suis très clairvoyante. Je sais que vous avez toutes les clairs. Je pouvais voir que son cartilage de croissance n'était pas était large donc. Alors, je lui ai dit, je ne vois pas de fracture. Vous savez, je dis, si ça empire, s'il vous plaît, emmenez-la chez le médecin et faites-le vérifier, vous savez. Quelques jours plus tard, ma fille l'a emmené chez le médecin à un centre de soins d'urgence qui a dit que c'était fracturé et l'a envoyé chez un médecin pédiatrique pour les os. Le spécialiste a dit que ce n'était pas cassé et que, elle a de larges cartilages de croissance. Le médecin de l'autre établissement a confondu le cartilage avec une fracture. Donc, avec ma famille, je dois travailler plus dur. Oui, parce qu'il y a un investissement émotionnel. Et quand on a peur, c'est une vibration basse et l'esprit ne communique pas sur les canaux où l'on se sent mal parce que la vibration est trop basse. Mes enfants, vous savez, bien qu'ils m'adorent, m'aiment, me chérissent, soient fiers et, vous savez, quelques-uns. Parfois, pas sûrs de ce que tu fais, maman, comme ils le font, mais vous savez, oh là là, j'ai un avocat, professeur, ingénieur, comme enfant, c'est adorable. Mais ils ont des esprits très intellectuels. Donc, vous savez, j'ai ça aussi où je veux leur faire plaisir et ne pas les décevoir, mais au travail, c'est juste automatique. Par exemple, même en vous parlant, je suis juste dans ma cavité pelvienne, je suis très ancrée, même si mon esprit calme pour que mon troisième œil et mes capacités multisensorielles puissent réellement fonctionner sans interruption. Donc, vous scannez quelqu'un de très, très loin. Quoi? Donc, vous pensez à eux. Que se passe-t-il? Votre technique. C'est si intéressant. Vous savez, tout me semble être juste ici avec moi. Non, rien n'est loin, tout semble proche. C'est juste à côté de moi. Je suis dans la pièce avec eux. Vous savez, j'étais en fait sur le podcast de quelqu'un d'autre et je répondais aux questions de ce podcasteur pour son public et je ne pouvais pas les voir à cause de la façon dont ils font leur podcast. Le type me pose cette question. Il a une excroissance dans la main. Vous savez comment est l'intuition? Elle dit ce que vous avez besoin de savoir. Vous savez, ce qui, je pense, est difficile pour l'humanité, c'est qu'ils doivent apprendre à cesser d'écouter leur mental et
Rester dans l'intuitif. Donc, je ne savais pas si c'était cancéreux ou autre chose. Mais ce que j'ai vu, et il avait déjà eu 2 opérations importantes, et ça continuait de repousser. Et il était sur le point de subir une opération invalidante où il n'aurait plus l'usage complet de sa main. Et mon intuition m'a montré cette très grosse verrue. Et donc, je lui ai dit, je dis toujours à mes clients tout ce que je vois ici. C'est ça? Oui, ça aide. Et j'ai dit, c'est une. On dirait une très grosse verrue, et je savais ce dont il avait besoin pour qu'elle disparaisse. Je savais que c'était lié à son chakra du cœur, mais ce n'était pas mon client. Je ne savais pas si j'allais avoir une séance avec lui. Et donc, j'ai dit, ça a juste besoin de thérapie par lumière proche, infrarouge et rouge. Vous devez vous procurer un de ces panneaux et commencer à mettre votre main devant. C'était cancéreux, ce que mon intuition ne m'a pas montré. Elle m'a juste montré cette image d'une grosse, grosse verrue. Et les verrues peuvent s'étendre, n'est-ce pas? Et elle. Et donc, c'est ce que le cancer faisait. Ça s'étendait dans sa main et ça interrompait le flux vasculaire et ça jouait avec ses nerfs et tout. Alors, il a fait ce que j'ai suggéré. Il est retourné voir son médecin. C'était parti, complètement parti. Vous n'avez pas été amené à lui dire que c'était un cancer car il aurait suivi une voie différente. Il savait déjà que c'était un cancer. Ah, vraiment? Il savait déjà. Il avait déjà eu 2 opérations. Les médecins savaient que c'était un cancer, mais l'univers m'a montré ce qui aurait du sens pour moi, même pour ce dont il avait besoin. Les verrues ont besoin de lumière. Ce sont des virus qui prospèrent dans l'obscurité. Peu importe ce qu'il y avait dans sa main, j'avais juste besoin de le lui décrire d'une manière où il ferait confiance et écouterait comment j'ai reçu l'information sur la façon dont ça pouvait guérir. Et ça a vraiment bien marché, ce qui est absolument génial. Ces médecins ont même dit, continuez à faire exactement ce que vous faites. Oui, comme vous. Je ne modifie rien de ce que je reçois car je crois, premièrement, qui suis-je pour décider ce qu'ils doivent entendre? Si je reçois l'information, je suis le canal, c'est moi qui suis censé la transmettre. Et aussi, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, tout est guérissable. Oui, tout, n'est-ce pas? Tout peut disparaître en un instant, n'est-ce pas? En un instant. Et donc nous sommes. Je veux dire, je ne peux pas, je ne sais pas. Nous venons de nous rencontrer aujourd'hui, mais j'ai dit en arrivant que nous sommes des âmes sœurs. Nous avons tellement de choses en commun, c'est incroyable. Si seulement les gens pouvaient faire confiance à l'expérience qui arrive par un intuitif, médium, guérisseur, quelle que soit la terminologie, et essayer, juste essayer. Ce que heureusement, la plupart de mes clients essaient de suivre les recommandations. Est-ce que vos clients viennent vous voir après avoir épuisé d'autres méthodologies, en quelque sorte, un peu comme en dernier recours? Parfois, la majorité, Cela s'applique aussi à ceux qui viennent me consulter. c'est ça. Ce qui rend les choses plus délicates, vous savez, parce que non seulement nous aidons à changer leur perception et à aligner leur énergie de manière positive, mais ils font aussi face à de graves problèmes médicaux. C'est ça. Donc, j'ai eu ce client qui souffrait de douleurs à la tête invalidantes depuis 20 ans. Et il avait bien sûr consulté de nombreux médecins. Il refusait cependant de passer une IRM du cerveau, ce qui était intéressant, vous savez. Et c'était un homme, il avait beaucoup de succès, voyageait énormément. Et dès notre première séance, la douleur a diminué de 50%. Et donc maintenant, il n'a plus de douleur. Je crois que je l'ai vu 3 fois. Mais l'une des choses parce que je peux déplacer l'énergie, mais si le patient ne change pas aussi certains de ses comportements, il peut recréer cette énergie. Donc, nous avons dû parler du fait qu'il ne devait pas trop donner, surprotéger sa famille, trop travailler pour eux. Vous savez, il était tellement généreux et voulait que tout le monde ait tout. Peut-être que les enfants n'ont pas besoin d'aller dans des universités de l'Ivy League et que quelqu'un pourrait travailler moins. Donc, nous avons eu beaucoup de ces conversations. Je ne suis pas sûre qu'il ait changé toutes ces choses, ses pensées extérieures, mais il y a vraiment réfléchi et a commencé à penser à moi, de quel genre de repos ai-je besoin? Ai-je besoin de voyager aux 4 coins du monde tout le temps pour travailler? Mais sa douleur n'est pas revenue, donc il a fait quelques changements appropriés. Trouvez-vous qu'il y a une composante émotionnelle en place avant qu'une maladie ou une affection médicale quelconque n'apparaisse? À 100%, je suis d'accord.
Moi de même, je trouve la même chose. Tout est basé sur une émotion. Tout. Et quand les gens ne ressentent pas leurs vraies émotions et qu'ils sont dans ces émotions créées par le mental et qu'ils ne peuvent pas vraiment gérer leurs vraies émotions, je pense aussi que la majorité des gens sont en fait vraiment, vraiment heureux. Comme un pourcentage élevé de gens sont heureux, mais ils écoutent leur cerveau. Alors ils pensent qu'ils sont anxieux, ils pensent qu'ils sont déprimés ou ils pensent qu'ils sont en colère. Et donc, ils commencent à créer ces noms. Ils commencent à faire fonctionner leur énergie sur ces émotions créées par le mental qui affectent négativement leur santé ou d'autres aspects de leur vie. Amener les gens à ressentir leurs vraies émotions, c'est une part de mon travail. Comment faites-vous cela? Ah, alors vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais directement dans la région du bas-ventre. Donc, ce que j'enseigne aux clients, parce que le système de réponse émotionnelle, qui est la deuxième couche du champ aurique, est fortement lié au deuxième chakra. Alors, ils sont comme les meilleurs amis et ils ont une excellente conversation. Nos sentiments ne sont pas dans notre cerveau, même si tout le monde le pense, n'est-ce pas? Ils ne le sont pas. En fait, vous et moi, nous travaillons à ne pas écouter notre mental toute la journée et à rester hors de la peur. C'est pourquoi ça m'a pris 45 minutes pour lire La main d'Alessandra parce que j'étais dans mon cerveau, vous savez, et ça m'a pris tout ce temps pour m'en sortir. Oui, eh bien, quand on a peur parce que c'est quelqu'un qu'on aime, oui, bien sûr. Et je veux y arriver. J'apprends aux clients à se reposer dans la moitié inférieure de leur corps. La façon dont je fais ça, je leur fais fermer les yeux, tourner leur globe oculaire vers le haut pour regarder leurs sourcils et prendre plusieurs respirations profondes. Puis d'imaginer une belle cascade qui descend de leur tête jusqu'à leurs orteils. On essaye de faire sortir l'énergie du cerveau. Le cerveau, c'est le bavard. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie pour je ne trouve pas le mot sur le moment, mais ça n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc, j'amène les gens à faire descendre leur énergie. Donc, ils imaginent cette belle cascade ou la ressentent comme ils veulent la vivre, l'entendre, peu m'importe. Et ensuite, je leur demande de remuer les orteils pendant genre 15 secondes. Et puis, je leur ai déjà demandé avant, mais j'ai oublié de le mentionner, que leurs mains sont sur leurs genoux d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, je leur demande d'imaginer que leurs mains s'enfoncent dans leur peau ou leurs jambes, qu'ils l'entendent, le voient, le ressentent. Ensuite, je leur demande, cela prend quelques minutes, de demander à leurs mains, qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je ressens? Et, et ensuite, peu importe comment ça communique avec eux. Tout comme, vous savez, les émotions sont comme l'intuition. On peut voir une couleur, entendre quelque chose, ressentir quelque chose, mais c'est généralement une surprise. Je pense que les vraies émotions sont calmes. Même si les gens sont en colère ou tristes, il y a un calme, une sorte de détachement à l'émotion. Je leur enseigne cela car s'ils peuvent commencer à s'y installer, alors ils auront plus de capacités multisensorielles et arrêteront d'écouter leur magnifique cerveau. Je pense que le cerveau est magnifique. Il n'est juste pas bien utilisé. Et puis, je rappelle aux clients que les vraies émotions changent tous les 7 à 10 jours. Donc, elles ne changent pas toutes les secondes ou toutes les 5 minutes ou toutes les heures ou quand quelqu'un dit quelque chose. Vous savez, le mental peut réagir, mais ça ne veut pas dire que le système de réponse émotionnelle réagit. Donc, j'essaie de leur apprendre à occuper cette partie de leur corps et à être dans cet endroit et ils n'auront pas à faire cet exercice pour toujours, mais s'ils le font d'abord pendant plusieurs mois. Et même si les émotions ne changent pas tous les jours, je leur demande de le faire tous les jours pour qu'ils s'entraînent et ensuite ils commenceront à s'installer dans cette partie de leur corps plus régulièrement. Un de mes chers amis est un prêtre taoïste et il a cette lignée qui remonte à ces grands pontes coréens, vous savez, maîtres taoïstes, peu importe. Et il s'appelle Son Cheng. Et il dit, si vous pensez, vous ne savez pas. Si vous savez, vous ressentez. Je dis toujours que les sentiments, l'émotion sont un système GPS interne qui nous guide. Sur notre chemin, apprendre à discerner, c'est ce que vous enseignez, c'est ce que j'enseigne. Apprendre à discerner vraie peur et fausse peur, parce que les pensées n'ont pas de sens tant qu'on ne leur en donne pas un. Vous pouvez aimer le vert, je détestais le vert, vous aimez le rouge, je détestais le rouge, peu importe. Mais ça n'a pas de sens. Une pensée n'a pas de sens tant que nous ne lui en donnons pas un basé sur notre expérience de vie et notre compréhension de certaines circonstances.
Et donc, je pense que je ne pense pas. Je sais, et je sais que vous aussi, que c'est un aspect énorme pour être en contact avec l'esprit. C'est d'être capable de discerner entre ce qui est une vraie peur, ce qui est une fausse peur, garder sa vibration élevée en restant hors de la peur. Oui, c'est 99% du monde. Je suis d'accord. C'est ça. Pas seulement en tant que profession que nous avons, mais juste pour être heureux et épanoui et s'assurer de trouver la bonne nourriture à la bonne épicerie. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Changeons de sujet une minute. Croyez-vous que nous choisissons nos parents et les circonstances dans lesquelles nous naissons? Et si oui, pourquoi choisir une vie de misère? J'utilise des guillemets avec les doigts pour misère, n'est-ce pas? Absolument. Je crois que les âmes sont des génies extrêmement brillants et intelligents. Elles savent ce qu'elles font. Se réincarner sur Terre est un choix et cela fait partie du libre arbitre qui est sur l'une des lois les plus fortes de l'univers. Donc les âmes, elles choisissent ça, de venir sur Terre ou non. Et elles prennent environ 4 années terrestres pour en quelque sorte évaluer toute la situation, comme le genre, le siècle où elles vont venir, ce genre de choses. Je n'avais jamais entendu ça avant. Entendu ça de l'esprit? Oui, oui. Histoire de 4 ans. Les enseignants humains, c'est, vous savez, peut-être quelques phrases dans quelques livres, mais oui, oui. Même certaines des choses que je fais en travail énergétique m'ont été enseignées par des êtres. Un qui ressemblait à une nonne, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est ça, bien sûr, si sacré. Elle est entrée dans mon bureau et m'a en quelque sorte crié dessus pendant quelques mois jusqu'à ce que je fasse enfin ce qu'elle m'a demandé parce que je ne voulais pas. Je vais expliquer ça un peu si vous voulez. Mais oui, donc les âmes sont des génies. Nous choisissons nos unités parentales pour de très bonnes raisons. Nous ne choisissons peut-être pas les, oui, personnes exactes, mais nous nous asseyons avec Dieu, les archanges et les guides que nous avons choisis, car nous choisissons nos guides, ils doivent être d'accord. Parce qu'il n'est pas recommandé de se réincarner sur Terre sans guide spirituel, parce que tant de gens n'élargissent pas leur conscience au-delà du voile. Et donc, nous avons besoin d'aide, vous savez, comme les humains ont besoin d'aide. C'est pourquoi les êtres chers disparus viennent aussi pour aider. Eux n'ont pas besoin d'aide. Ils viennent pour aider. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, oui, je crois cela. Et je ne peux pas parler pour tous les, enfin si, je peux. Nous ne savons pas toujours ce qu'une âme veut apprendre, vous savez, et c'est ça. Et bien sûr, des situations vraiment difficiles pourraient ouvrir un chakra du cœur ou guérir quelque chose. Beaucoup de gens qui naissent dans des enfances négligées veulent apprendre l'amour de soi et l'autocompassion, vous savez, comme il, parce que c'est l'amour le plus guérisseur que l'on puisse jamais expérimenter, s'adorer et se chérir soi-même. Ce qui n'a rien à voir avec l'ego, car comme vous l'avez souligné, l'ego est entièrement lié à la peur. Mais s'aimer soi-même de manière vraiment authentique est la plus grande expérience qu'un être puisse avoir. Vous savez, s'adorer inconditionnellement soi-même. Et pourtant, nous ne le sommes pas. Nous sommes programmés pour ne pas en avoir. Oui, j'allais dire que c'est une compétence qui s'apprend. Ça l'est, oui. Je suis d'accord. Changeons de sujet. Le langage est-il important quand on veut manifester quelque chose? Et comment pouvons-nous manifester de la manière la plus efficace? Vous êtes une perle rare. Nous avons tellement de chance que vous soyez ici, Julie. Vous êtes une perle rare. Je pose toujours les bonnes questions. Eh bien, c'est juste votre énergie. Je veux dire, oui, j'adore vos questions, toutes, mais oui, vous. Nous devons avoir une formulation positive. Même quand j'aide un client qui, disons, a un os contre os et refuse une prothèse du genou, c'est bien, mais qui ne changera pas ses perceptions et ne fixera pas de limites, et je change son énergie et l'améliore pendant un certain temps. Et donc, quand je les fais manifester, je leur demande de dire merci infiniment, création, pour la merveilleuse flexibilité et le confort que j'ai dans tout mon corps. Donc, nous ne voulons pas que les gens se concentrent même sur une partie du corps, parce qu'ils se concentrent déjà sur cette partie du corps avec négativité. Je leur fais ne pas utiliser le mot santé ou guérison, car ils ont déjà été dans le monde de la guérison et ont probablement des sentiments négatifs à ce sujet. Maintenant, leur corps est incroyablement heureux. Si les gens se sentent seuls et veulent amis et partenariats, ils ne peuvent pas juste se concentrer sur « Oh, il faut que j'ai ce partenaire ». Peut-être que vous ne voulez même pas de partenaire. Peut-être que vous voulez un chien et tout un tas d'amis avec qui voyager, vous ne savez pas. Donc, merci, univers, pour les aventures incroyables que je vis, pour les gens merveilleux qui m'entourent, pour l'amour et la joie
qui sont toujours présents dans ma vie. Oui, il le faut. Il faut être général d'un certain point de vue, car tout le monde ne sait pas ce qu'il veut. Par exemple, j'ai un chien. Je n'aurais jamais pensé en vouloir un jour. J'ai eu des chats toute ma vie. Maintenant, je me dis, mais pourquoi diable ai-je eu des chats? Les chiens sont bien plus amusants. Bien plus amusants. Vous savez, parce que je fais de la randonnée et je marche, et vous savez, il va partout avec moi en voiture, et vous savez, on va chercher. Il a une friandise et j'ai une friandise au café. Vous savez, tellement amusant. Donc, tout peut être manifesté. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que tant de gens oublient l'aspect de lâcher prise, de la manifestation. Il faut s'écarter du chemin, permettre à l'univers de vous apporter ce qui est dans votre meilleur intérêt. Comme tant de gens me l'ont dit par le passé, pas récemment. Pourquoi étiez-vous infirmière? Comme s'ils ne reconnaissaient pas qu'il y avait un aspect de manifestation qui m'a menée à la carrière d'infirmière. Un jour, en sortant de l'ascenseur pour arriver à l'étage, je n'avais pas les mots pour ça, mais mon énergie a chuté et j'ai pensé, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je censée quitter les soins infirmiers? Ça continuait de chuter. Chaque fois que je sortais, nouvelle blouse, nouveau stéthoscope, je pensais devoir travailler ailleurs. Non, je suis censée quitter les soins infirmiers. Et donc, chaque matin, en enfilant ma blouse, je remerciais l'univers de m'aider à retrouver ma passion. Je ne pensais pas à ce que c'était, ni à combien d'argent j'allais gagner ou à aucun de ces facteurs, parce que quand on est en haute vibration, on attire l'abondance, vous savez, l'amour, l'aide, l'émerveillement et la joie, tout ça. Donc, je me regardais simplement dans le miroir et je remerciais l'univers. Merci de me permettre de trouver une autre passion. Je n'avais aucune idée que ce serait la médecine énergétique. Je n'avais aucune idée que j'étais même médium à ce moment-là. Donc, oui, le langage est important pour s'abandonner, s'écarter du chemin. Pour que l'univers apporte ce que vous voulez vraiment, comme votre esprit, votre âme. C'est pourquoi l'âme s'incarne pour avoir une expérience dans cette réalité physique. Car si vous pouvez le faire ici sur Terre, vous pouvez le faire n'importe où dans le cosmos. N'est-ce pas? C'est ça. Et l'esprit sait mieux ce que nous voulons que nous-mêmes parce que notre cadre de référence est si limité. Nous voulons avoir une expérience inimaginable. Inimaginable signifie qu'on ne peut pas l'imaginer car on n'a pas de cadre de référence. Et c'est toujours, si on lâche prise, c'est mon expérience. C'est toujours mieux que ce qu'on avait imaginé. Oh, c'est mieux! Oui, je suis d'accord. Avez-vous constaté que lorsque les gens apprennent médiumnité et guérison énergétique, cela les affecte personnellement? Et avez-vous constaté que cela affecte les personnes qui sont dans leur entourage, que ce soit la famille, les amis, les connaissances ou autres? Oui. Comment? C'est presque comme divorcer, ce qui, je veux dire, je déteste utiliser cette analogie, mais c'est le cas. Votre vie change parce que votre perception change. Vous voyez les choses très différemment. Je me souviens d'une fois, j'étais consciente de mes capacités psychiques et j'étais à un dîner et nous étions tous assis en train de manger le dessert. Les hommes étaient dehors à fumer des cigares et les femmes prenaient le thé et le dessert et là, l'une des hôtesses de la soirée, quelqu'un n'arrêtait pas de me demander de devenir amie avec cette personne. Et nous étions amis, mais un peu à distance, et je ne le sentais tout simplement pas. Et juste, je ne le sentais pas. Et nous sommes assises là, personne ne sait que je suis médium Allah. À cette soirée, et tout d'un coup, je vois ces tentacules sortir de l'hôtesse et prendre l'énergie des autres. Et c'est ça. Et elle parlait de choses qui étaient vraiment dramatiques. Vous savez, ce qui rendait le dîner vraiment amusant et intéressant, c'était tout ce drame. Mais alors que les gens libèrent de l'épinéphrine et de la norépinéphrine de leur système, ces tentacules descendent et aspirent tout ça. Et j'ai même vu les tentacules venir vers moi, mais comme je pouvais les voir, elles se sont juste détournées. Donc c'était. Alors, je me suis dit, oh, c'est pour ça que je ne veux pas être amie avec elle. Vous savez, des amis proches. Elle pompait l'énergie. Elle avait cette énergie de vampire où, vous savez, elle ne sait pas comment gérer sa propre énergie efficacement. Donc, elle a probablement appris ça depuis l'enfance. Peut-être qu'on lui a montré l'exemple de créer drame et traumatisme dans sa vie ou d'en parler. Tout le monde libère épinéphrine et norépinéphrine. Je sais que je n'arrive pas à le dire. Je perds un peu mes mots quand je lis l'énergie. Et ensuite, les gens libèrent ça et puis elle aspire tout et ça lui donne un coup de fouet temporaire dans son système énergétique. Ça nourrit son système énergétique. Mais ce n'est pas génial à long terme. Ce n'est pas la meilleure façon de nourrir ces particules subatomiques, organes, anatomie et physiologie. Trouvez-vous que c'est très courant chez les narcissiques
C'est courant chez les narcissiques. Je n'y avais pas vraiment pensé, cela dit. Oui, je trouve que c'est vrai. Oui, c'est très courant. Oui. Oh mon Dieu. Vous avez comme plein de petites illuminations en ce moment, c'est super. Une de mes chères amies, Dr. Christiane Northrup, experte en santé des femmes, a apporté son soutien. En fait, qu'est-ce que c'est? Recommandez mon livre. Ah, c'est une sacrée recommandation. Elle a écrit un livre intitulé Éviter les vampires énergétiques. Il est génial et je le recommande à beaucoup de clients. Et je leur dis, lisez ce livre et dites-moi ce que vous en pensez. Et ils me répondent par email en disant, oh mon Dieu, j'ai reconnu pratiquement tout ce dont elle parlait dedans. Mais encore une fois, pour en revenir à la question des femmes, on nous élève pour prendre soin de tout le monde et pour avoir de la compassion et pour, vous savez, ce narcissique qui est un vampire énergétique. Et je n'avais jamais entendu ça décrit avec les tentacules, mais c'est une excellente visualisation qui, pour tous ceux qui écoutent et regardent, est une métaphore. C'est une analogie de quelque chose qu'on peut visualiser depuis nos perspectives humaines pour ce qui se passe énergétiquement. Et c'est pourquoi l'intuition est différente pour chacun. Et c'est pourquoi vous connaissez vraiment vous-même et ce que vous ressentez, afin de vous permettre de traduire les informations qui viennent à vous, qu'il n'y a pas de livre magique qui tombe du ciel et dit que cette impression psychique signifie telle chose. Elles sont toutes uniques et différentes pour chacun de nous, ce qui rend la chose si cool et intéressante. Oui, eh bien, et j'ai ces visuels un peu fous comme vous. Et au début, je me disais, oh mon Dieu, les gens vont juste penser que je suis complètement timbrée quand je leur dis que leur coude ressemble à de la crème fouettée ou quelque chose comme ça. Mais c'est destiné à leur donner un cadre de référence d'un point de vue visuel pour qu'ils puissent aider à intégrer la guérison dans leur corps. Parce que s'ils le peuvent, parce que le corps va suivre ce que le cerveau lui montre et aussi Les aider à sortir de la peur. Comme quand je disais à ce monsieur que pour moi ça ressemblait à une verrue, cela l'a probablement aidé à réduire son anxiété et sa vibration. oui, bien vu. Pour qu'il ne soit pas en mode combat ou fuite à propos de « Oh mon Dieu, ce cancer grossit dans ma main, vais-je encore avoir une main ?» Ce qui est sûr, il y a pensé plusieurs fois. Oui. L'intuition est faite pour être respectée. Peu importe que ce soit crème fouettée, purée de pommes de terre ou du dipitido. L'énergie des cellules souches ressemble à du dipitido. J'adore ça. Ah oui. Oui. Que se passe-t-il quand on meurt? Quelques questions avant la fin. Eh bien, je pense que c'est une expérience assez incroyable, très franchement. Voici comment je vois les choses. J'ai été au chevet de beaucoup de mourants en tant qu'infirmière, évidemment, et même travailleuse énergétique. Donc, alors que notre énergie s'en va, elle s'échappe rapidement comme si elle sortait des chakras. Nous emportons nos chakras avec nous, bien que nous n'ayons pas beaucoup besoin du chakra racine parce que vous n'allez pas être ancré. Vous n'avez pas besoin de votre cerveau parce que tout est intuitif, vous savez. Mais nous commençons à nous déplacer dans le plan astral, qui est le champ le plus proche de la Terre. Je l'appelle royaume psychique. Certains l'appellent plan psychique, plan astral. Ils peuvent y rester des heures, jours, semaines, mois, voire années. Comme tous les fantômes, faible pourcentage, environ 3% de la population, sont de vrais fantômes. Ce sont juste des êtres qui ont refusé de traverser. Ils traînent dans le plan astral. Ils peuvent en être conscients ou non. Et puis, ils peuvent rester là. Donc, certaines personnes sont fascinées, comme les gens que j'ai vus mourir dans des accidents de voiture, des morts très rapides, vous savez, et ils sautent hors de leur corps et ils sont là, debout, puis les secouristes arrivent et ils regardent toute la scène. Ils sont un peu en mode « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Donc, ils restent dans le plan astral. C'est un exemple pendant un petit moment car c'est incroyablement cool pour eux. Puis, certaines personnes sont confuses. J'ai eu une cliente une fois, une dame charmante qui, quand elle est venue me voir, je pouvais juste la voir traverser et je dis aux clients, si je ne pense pas pouvoir les aider, si c'est leur objectif de rester dans leur corps, je leur dis, je pense que vous allez mourir, vous savez, et je pense que ce sera à peu près à ce moment-là. Et je ne vois pas ça très souvent, mais c'est arrivé quelques fois dans ma carrière. Et elle voulait toujours me voir. Elle avait un cancer qui se développait hors de son corps, travaillait à plein temps. Elle ne voulait pas lâcher prise. Donc, désolée de répondre ainsi, mais son mari m'a appelé et demandé si je pouvais venir à son chevet quand elle recevait les derniers sacrements. J'ai pris un ferry jusqu'à chez eux. Elle se dispute avec moi. Elle dit « Je ne vais pas mourir ». Et je réponds « J'espère que non ». Bref, elle est partie le lendemain.
Elle a volé autour de ma maison dans le plan astral pendant quelques mois, un peu en colère contre moi, ce qui était adorable. J'ai adoré chaque seconde. J'imagine Samantha Stevens sur son balai dans Ma sorcière bien-aimée. Ta da da da. J'ai trouvé ça précieux. J'étais honorée. Elle n'était pas honorée. C'est vraiment hilarant. Donc, vous pouvez rester dans le plan astral pendant une période indéterminée, puis vous commencez à. Certaines personnes traversent très vite, elles quittent leur corps et elles sont de l'autre côté en quelques secondes. C'est ça. Et certaines personnes attendent qu'une grand-mère vienne. Certaines personnes voient, même en mourant, leur chambre pleine de leurs ancêtres et de personnes de différentes époques de leur vie antérieure. L'univers sait qui nous aimerions voir là. Ça pourrait être notre gerbille de compagnie du CE2, vous savez. C'est ça. Peu importe où se trouve n'importe qui d'autre dans l'univers, ils vont venir ou ils vont amener l'aspect spirituel d'eux-mêmes dans cette pièce et vous aider dans votre passage. Donc, c'est comme une baby shower à l'envers. Oui, j'appelle ça le comité d'accueil au paradis. C'est comme avant, il y avait les dames du comité d'accueil, vous savez, quand on emménageait dans un nouveau quartier. Et maintenant, elles ont elles. J'appelle ça le comité d'accueil au paradis. Les dames du comité d'accueil, quand j'étais petite, si quelqu'un emménageait, elles apportaient un panier de friandises ou, vous savez, quelque chose dans ce genre. Et donc, je pense toujours au comité d'accueil au paradis comme aux dames du comité d'accueil. Dernière question, pourquoi nous incarnons-nous? Il y a tellement de raisons. Il n'y en a pas qu'une seule, mais il y a comme quelque chose que nous espérons découvrir sur nous-mêmes, apprendre sur nous-mêmes ou expérimenter. Pour vous et moi, je pense que cela a beaucoup à voir avec nos capacités multisensorielles. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes incarnés sur Terre. Parfois, nous nous incarnons pour avoir famille, amis, nous amuser, faire randonner, nager. Il y a une pléthore de raisons pour lesquelles nous nous incarnons dans une si belle réalité. Certaines personnes viennent pour apprendre, pour échapper à des situations difficiles, vous savez, pour quitter des régions du monde qui ne sont pas sûres et pour changer leur fréquence et leur vibration, pour apprendre à être financièrement libre. Je veux dire, il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens s'incarnent, mais l'amour est probablement tout en haut de la liste, vous savez, expérimenter l'amour dans le physique et apprendre à aimer inconditionnellement les autres et nous-mêmes, mais beaucoup, beaucoup de choses. La chanson des Beatles, Love is All You Need, me venait en tête pendant que vous disiez ça. Vous êtes ma sœur d'un autre père. Je suis d'accord. Oui, nous disons la même chose. Il faut qu'on se voit. Absolument, c'est sûr, absolument. Je veux dire, vraiment, je ne peux pas. Que se passera-t-il quand on se verra? Ce sera un feu d'artifice, mais non. Je pense que vous soulevez un bon point. Une fois en phase avec l'esprit, on peut tout faire. Vous pouvez. Je suis d'accord. Je ne comprends pas pourquoi c'est cloisonné. Vous avez les médiums pour animaux. Les médiums, guérisseurs, je ne sais quoi et spécialistes des vies antérieures. Une fois connecté à l'esprit, on peut tout faire. Je suis d'accord avec vous à 1000%. Oui, et donc quand je parle à des étudiants qui essaient de décider « Oh, devrais-je être médium ou guérisseur ?» je leur demande « Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie ?» Les guérisseurs deviennent médiums et les médiums deviennent guérisseurs. Vous savez, et je parle aux animaux tout le temps, personnellement et professionnellement. Donc, oui, j'adore votre message. Très peu de gens disent ça, Julie, et je pense que c'est vraiment incroyablement important parce que si quelqu'un s'engage professionnellement dans la voie que vous et moi avons choisie, alors il a plus d'options et plus d'expérience et plus de façon d'aider les gens au lieu de dire « je ne fais que ça ». Je pense que c'est très limitant. Oui, je suis d'accord. Quand on est médium, on l'est. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes encore plus fabuleuse que je ne l'imaginais. J'ai entendu tellement de choses merveilleuses sur vous et j'avais vraiment hâte de vous rencontrer et de discuter avec vous et un peu comme Coffee Talk. C'est ce que ça m'évoque du Saturday Night Live. Je ressens la même chose pour vous et j'ai hâte de vous interviewer sur mon podcast. Très bien, on va organiser ça. Comment en savoir plus sur vous et votre travail? Visitez mon site web à energyintuitive.com. Je ne vois plus qu'environ 4 personnes par semaine. Avant, j'en voyais 25 par semaine, mais j'enseigne beaucoup, ce qui me rend encore plus joyeuse. Donc, je n'ai pas encore ouvert les inscriptions pour 2027, mais nous avons une liste d'attente en cas d'annulation et elle est basée sur les problèmes de santé. Donc, plus quelqu'un est malade, plus vite il obtient un rendez-vous. Juste au cas où les gens auraient une idée et ils peuvent simplement écrire à energyintuitive.com et mon assistante vous mettra sur cette liste. Donc, je fais un podcast comme vous. Tout est sur energyintuitive.com ou mariemanucherie.com, mes cours, mes ateliers.
Très bien, ma belle, on mettra tout ça dans les notes de l'émission. Et comme ça, tout le monde aura les liens pour pouvoir vous trouver et en savoir plus sur vous. J'oublie toujours que sur le podcast, les gens peuvent laisser un message vocal. Maintenant, sur le mien, je réponds aux questions sur le podcast. J'ai généralement 6 mois de retard et je fais 2 podcasts par semaine, mais je finirai par arriver à votre question et y répondre. Donc, c'est un moyen pour les gens d'obtenir. Oh, super. Formidable. Très bien tout le monde. Nous vous avons donné beaucoup de matière à réflexion ici cet après-midi. Beaucoup d'amour depuis notre douce Alabama et de Washington où se trouve Marie. On se voit la prochaine fois. Pour enrichir votre voyage spirituel, cliquez sur une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et partager avec famille et amis.